Bonjour, alors je vais relier un peu avec ce qu'on avait dit la dernière fois sur Tiptree, c'est donc la deuxième et dernière vidéo sur James Tiptree. Je vous rappelle à quel point James Tiptree était un personnage extraordinairement mystérieux pour ses contemporains qui n'ont eu de cesse en fin de compte que de le traquer, de le poursuivre et d'essayer de savoir qui c'était à tout craint. Eh bien ils ont fini par y arriver, évidemment, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. J'avais négligé de dire à quel point il était vraiment traqué, en ce sens que, par exemple, il y a eu un journaliste équipé d'un Minolta qui vraiment le a couru après de la Virginie à San Francisco et jusqu'au nord du Wisconsin, et qui n'a pas réussi à capturer sa proie. Et en fin de compte, dans l'anthologie Univers 6, publiée en 1976, quelqu'un écrit que Tiptree est un mystérieux agent dont nul ne sait rien, qui a sûrement de bonnes raisons de rester dans l'ombre. Tout ceci évidemment avant que son secret ne soit éventé. Il avait pris la précaution de faire l'unique interview de sa vie par courrier. Alors ça c'est quelque chose d'assez étonnant à notre époque de mouchard internet où on a vraiment beaucoup de mal à cacher quoi que ce soit. Donc il n'y avait pas de réseau, hein, il n'y avait pas de réseau, alors on pouvait faire ça. Et il n'a jamais rencontré ses amis de plume, pas plus quand on y pense que Lovecraft n'a jamais rencontré en vrai les gens avec qui il collaborait frénétiquement tout au long de sa vie. Donc Tiptree, c'est l'ivresse de la liberté, alors qu'Alice Sheldon, c'est la famille bourgeoise coinçante, le devoir de mariage, la convenance, l'impératif de féminité forcée, bref, l'horreur. Et donc aujourd'hui, on va étudier, enfin on va rien étudier du tout, hein, c'est des vieux réflexes de prof. Disons, on va regarder un peu de près la nouvelle, ou la novella plus exactement, c'est-à-dire une longue nouvelle, hein, qui n'est pas aussi longue qu'un roman, mais quand même un peu, enfin en tout cas plus longue qu'une nouvelle, qui s'intitule Houston, Houston, me recevez-vous? Alors, c'est une des plus célèbres de Tiptree, et elle a obtenu, cette novella, un nombre considérable de prix. Elle a eu plein de prix. Enfin, elle a été vraiment, elle est très frappante, hein, puisque il y a deux personnages, deux vaisseaux personnages. Alors un premier vaisseau qui est en perdition dans l'espace, avec un équipage composé de 3 hommes, je crois que vous voyez venir, et un autre vaisseau dont l'équipage est composé exclusivement de femmes. Alors on découvre que le premier vaisseau a disparu depuis 300 ans. Alors ils sont dans le vaisseau, ils sont inquiets, ils n'arrivent pas à faire le point, ils demandent à ce qu'on mette l'écran, ils essaient de regarder, ils ne savent pas. Et il règne dans ce vaisseau une atmosphère horrible entre les 3 hommes, une atmosphère de haine des femmes, de lutte entre les mecs, de rivalité. C'est plus l'ambiance, hein, dans ce petit vaisseau en perdition. Et finalement, que s'est-il passé? Le vaisseau a disparu, le vaisseau des mecs. Il a subi une distorsion temporelle, c'est bien pratique. Et le vaisseau des meufs, en revanche, qui date de 300 ans plus tard, essaie de venir à son secours. Tout à fait étonné de ce qu'elles entendent, des trucs bizarres. Ils demandent où est le contrôle, ils demandent où est Houston. On leur dit mais Houston, ça n'existe plus depuis des millénaires, mais qu'est-ce que vous nous racontez? Enfin, personne n'a l'air de tellement se comprendre. Les choses ont beaucoup changé sur Terre en 300 ans. Et sans violence et sans guerre, que s'est-il passé? Il y a eu un virus qui a bloqué la naissance d'enfants mâles et raréfié par ailleurs l'ensemble de la population humaine. Du coup, on a dû recourir au clonage des gens qui restaient, voilà, principalement des femmes. Donc c'est assez intéressant de voir comment cette structure, inventée par Tiptree, rejoint en fin de compte l'humanité à ses débuts. Mais ça c'est moi qui ajoute, hein, c'était pas dans la novella. Il faut bien se rappeler du point de vue génétique que normalement le ratio homme, enfin mâle-femelle, soyons précises, chez les humains, c'est pas 50-50 du tout. C'est 25 femelles pour un mâle. Alors évidemment, les gens d'aujourd'hui vont vous dire ah oui, le harem du mec. Non, pas du tout. Non, non. Un reproducteur, ça suffit, et puis 25 femelles pour faire tourner la baraque. En gros c'est ça. Donc on retrouve finalement cette espèce de structure. Et on s'aperçoit que 300 ans plus tard, donc alors les mecs s'aperçoivent désespérés
que l'organisation technocratique du monde, hiérarchique, le gouvernement, les chefs, ben, tout ça, ça s'est évanoui. Alors, c'est vraiment un rêve de la disparition totale du patriarcat, comme ça, par miracle. Bon, faut pas rêver, mais c'est comme ça, bon, dans la nouvelle de type Tri. Alors, il existe Houston, naturellement disparu, et à la place, il y a un central lunaire que le chef d'équipage masculin s'obstine à appeler contrôle. Alors, donc, c'est une sorte de conservatoire des hommes que ces trois types, qui sont donc un chef, un sous-chef, dévoré de jalousie par rapport au chef et soumis, enfin bon, on se demande pourquoi alors qu'il est plus puissant que lui. Ça fait un peu penser effectivement au rapport Kirk. Spock. Spock est bien meilleur, il est bien mieux que Kirk sous tous les rapports, mais bon, ben, c'est l'autre le chef, hein, c'est comme ça, ma bonne dame. Et il y a aussi quelqu'un c'est un physician, alors ils ont appelé ça dans la traduction un physicien, mais non, hein, c'est un médecin, bien évidemment, et vous l'avez reconnu, bien sûr, c'est le fameux docteur McCoy qui va jouer un rôle important dans la novella. Donc là, on a une espèce de copie hein, dans cette novella de la structure même de Star Trek. Et ces hommes sont présentés dans toute leur horreur. Hein. C'est pas sympa. Hein. C'est un peu misandre. Bon, enfin bon, alors ils sont arrogants, le chef donne des ordres, les plaisanteries sexistes fusent sans arrêt, le mépris des femmes est de rigueur. Le plus petit est jaloux des grands, des gros mecs. Et finalement, les rivalités entre les trois est permanente. Et il y a une ambiance affreuse, une dépression, une violence. Celui qui gouverne et qui dirige est très stressé. Le second est très jaloux. Et le troisième se sent complètement écrasé par la puissance soi-disant des deux autres. Et donc voilà, on en arrive à cette situation. Les trois mecs sont récupérés sur le vaisseau féminin. Et c'est pas du tout comme eux, leur vaisseau. C'est un immense vaisseau qui avance, ma foi, assez lentement, mais bourré de plantes, d'animaux. Et à tel point que les mecs croient que c'est un code. Quand elles disent comment ça va les poules et les vaches, ils croient que c'est un code, alors que non, elles demandent simplement comment vont les poules et les vaches. Il n'y a pas de lézard. Enfin, un lézard, si. Il y a un iguane faute de lézard, et un des mecs, en voulant essayer de tuer tout le monde, complètement militarisé, langage militaire, on reconnaît là très bien l'ambiance, particulièrement du début hein, de Star Trek, où il y a vraiment de la brimade. Hein. Rappelez-vous les premiers épisodes, il y a une vraie brimade contre les subordonnés. Je me rappelle, je sais pas très bien, c'est pas très précis, mais un homme blond qui veut pas obéir et Kirk lui dit ah faut obéir. Et puis il y a aussi cet épisode un peu plus tard dans la série de grand bonheur connu notamment par Spock qui est complètement libéré, amoureux, heureux. Et naturellement, il faut bien que Kirk retrouve sa médaille militaire, je ne sais quel gadget et hochet avec lesquels on mène des hommes, comme disait Napoléon, il disait ça de la Légion d'honneur, hein, soit dit en passant. Bon, pour qu'on s'aperçoive qu'en fin de compte, eh ben, tout ça va être brisé et que notre pauvre Spock va finir par dire « Ah, je me dois à cet homme qui est là sur la nacelle, c'est pas la nacelle, qui est là sur la passerelle. Et je me dois à lui, mon devoir, non, non, non. » Et il dit quand même j'ai été heureux. Donc voilà, un moment de bonheur pour Spock et la fin de tout bonheur à cause de cet univers de la violence masculine, patriarcale et capitaliste. Alors il n'est pas question de capitalisme, il est simplement question qu'un des hommes, alors les trois hommes arrivent sur le vaisseau féminin, ils sont furieux, il y en a un qui il promet de violer la terre entière avec force, insulte et grossièreté, et il n'a pas compris que la cosmonaute qui se laisse parfaitement violer, en fait essaie de récupérer du sperme dans un sac, et donc elle récupère l'échantillon. Alors l'autre cosmonaute essaie en vain de tuer toutes les femmes au nom de Dieu et du péché, et c'est là que je reviens à mon lézard qui n'est pas un lézard, c'est-à-dire il tue un iguane, il atteint un iguane. Donc finalement, type trifé de ces hommes violeurs, violents, assassins, un portrait tel que ce serait comment dire, des reliques. C'est des hommes qui sont des reliques. Leurs valeurs n'ont plus cours.
Et même, d'ailleurs, les grands auteurs du passé n'intéressent plus personne. À un moment, il est question de dire, mais enfin, quand même, tous ces grands auteurs extraordinaires, bon non, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Donc, violeurs et assassins sont éliminés après usage sans beaucoup de... bon, sans empathie particulière, voilà, on les élimine tranquillement. Il reste seulement le docteur qui n'a pas eu un comportement de bête brute. Alors là, les femmes lui expliquent très gentiment que les hommes servent désormais plus à grand-chose et on va lui donner un antidote à la violence masculine. Et on ne sait pas trop, là. On ne sait pas si c'est un poison qui va le tuer, parce que même s'il est gentil, ben, c'est comme les petits chats, hein, c'est ce qu'elles disent. Hein. Les petits chats, quand il y en a trop, ben, faut les éliminer, voilà, on les élimine. C'est comme ça, voilà. Et de toute façon, le vaisseau des hommes a disparu depuis très très longtemps, donc elles lui font comprendre ben, que de toute façon, ben, il a disparu depuis 300 ans. Hein. Donc c'est fini, quelque part. Et il faut bien reprendre le fil du temps. Et finalement, le docteur, qui est quand même le seul homme féministe des trois, qui relève un peu l'ambiance, eh ben, il se peut que son destin soit de vivre. On ne peut pas le savoir. Ça reste une ambiguïté. Donc les gens étaient à la fois furieux et passionnés par cette novella étrange et très 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 intéressante, effectivement, qui traduit bien cette immense ivresse de liberté qui est celle de Tiptree, auteur. Alors, pour vous donner un peu un exemple, je passe à une espèce de deuxième partie de mon petit discours. L'intérêt principal, enfin comment dire, la ruse absolue de Tiptree, c'est la biologie. Tiptree a fait des études de biologie, et du coup, il y a toujours cet élément de biologie qui permet de remettre en quelque sorte les choses à leur place. Alors c'est assez intéressant parce que les problématiques du genre aujourd'hui, justement, on trouve que la biologie c'est une chose, mais que bon, c'est pas ça qui intéresse, puisqu'il s'agit de réfléchir au comportement social des humains, soi-disant basé sur cette biologie. C'est absolument faux. Hein. On a découvert récemment notamment tout ce qu'on imagine sur les singes dominateurs, les dominants, les alphas. Tout ça, c'est des conneries, mais en barre. Hein. C'est vraiment un bullshit absolu. Donc, il y a déjà chez Tiptree cet élément de réflexion sur tout ça. Alors, pour vous donner une idée, par exemple, dans Maman revient, il y a les filles de Capella, c'est des géantes de 2,50 m de haut. Elles viennent sur Terre, toujours pareil, pour capturer des humains afin de les étudier, afin de les prélever en tant qu'échantillons. Ça, c'est une idée qui revient beaucoup dans les nouvelles. Et finalement, ce qui est étonnant, c'est que les mecs savent qu'ils vont mal finir, mais ils sont tellement séduits qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'y aller. Et ça fait un peu penser au comportement de certaines araignées. Je vous renvoie à un livre qui s'intitule Manuel d'éducation sexuelle à l'usage de toutes les espèces par Olivia Judson. Donc, dans ce texte, on étudie de façon très ludique par ailleurs le comportement de certaines araignées mâles toutes petites qui n'ont pas d'autre solution pour se reproduire que de se faire dévorer par les femelles. Donc, les araignées mâles se mettent dans la bouche des femelles et bon, ben, ils se reproduisent qu'à ce prix-là. Mais se reproduire est tellement important que c'est comme ça se passe comme ça. Donc il y a tous ces éléments que Tiptree connaît extrêmement bien et qui est la dimension biologique des choses. C'est assez marrant de voir, il y a la réflexion sur aussi les modes de reproduction haploïdes. Il y a une nouvelle dans laquelle il est question de ce mode de reproduction. C'est-à-dire c'est un mode de reproduction à la fois sexué et non sexué. Et Haraway, qui connaît elle aussi la biologie, c'est intéressant de voir ça. Toutes ces femmes qui connaissent la biologie, et tous ces hommes aussi, féministes comme Tiptree, qui se réfèrent aussi à la biologie. On dirait que la biologie, c'est une forme de science-fiction pour les féministes. C'est l'impression que ça donne. Hein. C'est absolument faux, mais c'est un peu comme si on opposait ce qu'on appelle les sciences dures, la physique, les maths, ça rigole pas, à caractère extrêmement complexe, relatif de la biologie, où les modes de reproduction ne sont pas forcément sexués, où la vie est particulièrement foisonnante et où les modes de vie finalement sont tellement différents, tellement extraordinaires qu'on ne peut vraiment pas en tirer des lois suivant lesquelles les femmes c'est comme ci, les mecs c'est comme ça. Non, non, non. Alors, pour reprendre et pour finir, je vais vous parler
simplement, oui, il est temps d'une nouvelle qui est très triste, mais que j'aime beaucoup. C'est celle qui s'intitule La seule chose à faire. Alors, elle est parue dans Fiction, pour la retrouver, un numéro 373, avril 1986. La nouvelle originale en anglais est parue en 1985. Alors, Tiptree met en scène une petite fille qui décide d'aller faire un tour en vaisseau spatial. Ça ne surprend personne. Donc là aussi, l'élément féministe. Hein. On ne dit pas « Ah, mais t'es une fille, ah, tu fais des vaisseaux. » Non, elle y va. Et du coup, c'est pas un petit garçon comme d'habitude. L'idée, c'est que c'est normal, personne s'en étonne. Quelqu'un lui donne des cartes, ensuite elle se fournit en carburant. Tout le monde trouve ça très normal, très bien. Et son but est de découvrir une planète. Donc elle fonce dans l'univers avec son petit vaisseau, et c'est là qu'elle aperçoit qu'elle a une amie à la fois indésirable et adorée. Quelque chose s'est mis dans sa tête. Oui, c'est hard, hein, toujours un peu type triste, toujours une petite chose, un petit être minuscule qu'elle qualifie d'être féminin, s'est fixé dans son cerveau pour ne pas mourir. Et l'être en question éprouve pour la petite fille une immense gratitude. Et elle se rend compte que elle peut plus, la fille, elle se rend compte qu'elle peut plus ramener à la base cette petite amie, cette amie, hein, qui parasite son corps. En effet, c'est pas de sa faute, mais malgré elle, la petite amie pond des spores pour se reproduire dans le cerveau de son hôte. Et elle est désespérée. Elle dit, mais je peux pas faire autrement. C'est mon mode de reproduction, je peux pas faire autrement. Alors la petite fille dit que la seule chose à faire, eh bien, ça va être de foncer dans le cœur d'une étoile. Et voilà, donc elle récupère, elle envoie ses enregistrements et elle fonce dans l'étoile. Et après ça, finalement, c'est assez émouvant parce que ce récit montre que la petite fille s'était donné un but, et le but est atteint plus vite que prévu, vu qu'elle a trouvé sa planète. La planète est infestée de ces petits êtres qu'elle a aimés, mais au lieu de haïr le petit être féminin qui s'est mis dans sa tête, elle l'aime. C'est ça qui est assez extraordinaire quand même. Donc finalement, l'enfant dit à la petite amie, bon ben voilà, ma mission est accomplie, c'est pas la peine de vivre un peu plus, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc c'est à la fois, vous voyez, extrêmement triste et extrêmement réconfortant. C'est tout l'art de Tiptree est là-dedans. Alors après, je vous avais parlé la dernière fois des trucs amusants, de beaucoup d'humour, etc. Mais il y a aussi toute cette dimension curieusement émouvante qu'on retrouve aussi dans Houston, hein, parce qu'à la fin, le pauvre docteur, les filles de l'équipage, les meufs, elles sont très très apitoyées, hein, l'équipage féminin est très apitoyé par ce docteur qui lui n'a rien fait, n'a agressé personne, n'a tué personne, n'a pas voulu qu'on relise tous les classiques masculins du monde, n'a pas voulu qu'on admire et qu'on honore un dieu qui écrabouille les bonnes femmes et qui hausse les mecs. Enfin, il n'a rien fait de mal. Il est docteur, au contraire, il soigne. Bon, mais malgré tout, voilà, ça fait 300 ans, hein, donc l'affaire est close. Alors, c'est assez intéressant finalement de voir, et c'est là-dessus que je conclus, les usages de la biologie pour casser les préjugés, puisqu'elle est paradoxalement souvent requise, hein, dans les discours sexistes. De l'horloge biologique tourne, enfin, l'inscription du soi-disant devoir social des femmes, la nature biologique, enfin les conneries. Et finalement, quand on y pense, c'est intéressant de voir comment le vaisseau que Tiptree invente, ce grand vaisseau, n'est pas sans inspirer, et là je fais le lien avec ce qui va suivre, le vaisseau qu'on va découvrir, et que vous connaissez sans doute déjà d'ailleurs, chez Beckett Chambers. Donc c'est ce dont on va parler dans la prochaine vidéo, si j'ose dire, comment ce type de vaisseau écologique, rempli d'herbes, de cultures, d'animaux, etc., devient une sorte d'idéal qui est né chez Tiptree, quoi. C'est pour ça que je suppose que même si Beckett Chambers n'en a pas parlé, la lecture de Tiptree a pu faire partie de ses influences. Bon, elle ne l'a pas dit, hein, mais je crois. Voilà, je vous remercie.